Stimulgesic 2000. Avant d'émigrer au Canada, Anna Dubois, une amie de maman, m'avait parlé d'un appareil dont l'utilité m'avait semblé presque nécessaire lorsque l'on est masseur sportif. Cet appareil a le pouvoir, grâce au courant électrique, de rétablir tout débalancement énergétique dans le corps humain. Par le fait même, il peut ainsi mettre fin très rapidement aux problèmes musculaires, nerveux, osseux, organiques, etc. En 1984, le coût financier de mon immigration ne m'aurait pas permis de me procurer cet appareil. Pourtant, je savais qu'il me serait très utile dans ma nouvelle profession. Je m'étais alors dit que lors de ma prochaine visite en Suisse, j'allais combler cette lacune et me doter de cet appareil. Lors de notre arrivée avec Francine, j'avais contacté sans attendre Anna Dubois pour que cette dernière fasse les démarches nécessaires afin que je puisse prendre possession de l'un de ces appareils avant de quitter la Suisse. Eh bien, durant cette ultime semaine, j'allais pouvoir faire la connaissance du fabricant de cet appareil. Ce dernier allait m'expliquer avec précision comment me servir de sa Stimulgesic 2000. Après quelques minutes de conversation, je devais m'apercevoir que s'il disait vrai, cet appareil pourrait mettre fin à une quantité invraisemblable de problèmes physiques. Je m'étonnais alors que durant les nombreux mois d'hospitalisation que j'avais vécus au cours de ma jeunesse, je n'avais jamais vu une infirmière ou un médecin se servir d'un tel appareil. Mais alors comment ça se fait que la médecine ne se sert pas de ces appareils pour soigner les gens? Ah, Monsieur Burdet, l'autre jour, j'ai rencontré un directeur d'hôpital pour lui vendre un appareil. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Je touche 40 000 francs de commission par année si je commande mes médicaments dans une certaine usine pharmaceutique. Pensez-vous que si mes commandes baissent de 60 à 70% parce que mon hôpital utilise vos appareils, je toucherai encore ma commission? Et ce n'est pas tout. Pour se servir de vos appareils, il faut avoir du personnel supplémentaire. On ne peut pas laisser les patients se soigner eux-mêmes. Cela veut dire engager du personnel supplémentaire et perdre encore de l'argent. Vous voyez que je suis perdant des deux côtés. Et vous dites que cet appareil a été inventé en 1781 par Luigi Galvani, qu'il a guéri des paralysés, sorti des gens du coma et guéri l'arthrite, et la médecine ne s'en sert pas? Ah, bien des médecins s'en servent pour eux et leur famille, mais pas dans leur profession. Si vous savez le nombre de médecins à qui j'ai vendu mes appareils en privé. Pourtant, je suis interdit de vente en Suisse. En vous vendant cet appareil, je commets une faute. Je n'ai pas le droit normalement car l'autorisation m'a été refusée. Les autorités ne sont pas naïves, ils savent de quoi je vis. Mais ils ne veulent pas surtout que mon commerce devienne trop populaire et que les gens se soignent eux-mêmes. Si c'était le cas, la médecine et la pharmacopée verraient leur chiffre d'affaires tomber en chute libre. Et à part le public, tout le monde haut placé serait perdant. Médecins, pharmaciens, et même le gouvernement, car il ne pourrait plus aller chercher les taxes sur les chiffres d'affaires. J'allais donc repartir pour le Québec avec un appareil m'ouvrant de nouveaux horizons. À l'avenir, lorsqu'un membre de la Sportex serait blessé, je serais apte à solutionner son problème avec une petite merveille. Cet appareil fonctionnant avec des piles, je n'avais pas à craindre de rencontrer des problèmes au sujet de son alimentation électrique. Pour notre avant-dernier souper au pays, mes parents ainsi que tante Lucette et oncle Freddy avaient réservé une partie du restaurant de la plage à Yverdon-les-Bains. En nous payant la traite, en nous offrant un souper, les deux familles Burdet prouvaient aux sœurs Guertin ainsi qu'à leurs conjoints qu'ils étaient les bienvenus en Suisse. Cette générosité, du moins en ce qui concernait mes parents, exprimait également un remerciement pour m'avoir accepté au sein de leur famille. Pour cette occasion, mes parents avaient eux aussi invité Mémé. Malgré ses 88 ans,
Elle avait encore l'esprit très vif et vivait encore seule dans son appartement, rue des Aubépines, à Lausanne. À l'escalier C, bloc 21, j'habite un très chouette appartement, que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement, pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi. Il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout petit point. Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat. Porte numéro 44. La nuit avant notre départ, je n'allais pratiquement pas dormir. À partir de 22h, et cela jusqu'à 4h le lendemain matin, j'allais travailler au montage vidéo de notre film de vacances, Europa 86. N'ayant aucun autre VHS de système PAL au Canada, je devais profiter de me servir de celui de mes parents. Bien entendu, j'avais préparé toutes mes musiques d'accompagnement avant même d'avoir quitté le Canada. Et pour ce qui était de mes commentaires, je les avais aussi préalablement mis à jour durant les vacances. Mais, pour un perfectionniste, même très bien préparé, réussir à monter la bande sonore d'un film de 4 heures en seulement 6 heures, c'était un record. Après n'avoir dormi que 4 heures, il était temps de me lever. Était-ce par satisfaction d'un travail bien accompli, ou mon corps n'avait-il pas encore réalisé qu'il avait si peu dormi? Je ne ressentais vraiment pas de fatigue, mis à part la sensibilité de mes yeux. Francine, elle, s'était endormie 1 heure à peine après que j'ai eu commencé mon montage. Ni ma musique, ni mes commentaires ne l'avaient empêché de tomber dans les bras de Morphée. Nous avions prévu quitter la Suisse dans la matinée afin d'arriver à Paris en milieu d'après-midi.
et ainsi pouvoir prendre quelques photos du centre de la capitale. Dès que nous eûmes terminé de déjeuner, nous prîmes la route d'Orzan pour y rejoindre les Viau et Carpentier. Pour nous accompagner à la gare de Lausanne, seuls mes parents furent du voyage. Après avoir déchargé nos bagages à la gare, je me rendais seul, escorté de papa avec sa voiture, pour restituer notre véhicule de location à la place du tunnel. Lorsque nous eûmes rejoint maman et nos vacanciers québécois, il était déjà temps de nous dire au revoir. En quittant mon pays, j'avais l'impression de partir en vacances pour une semaine ou un mois, guère plus, sachant que je serais de retour l'année suivante. Pour mes parents, en revanche, c'était la proportion inverse. Si j'allais être absent pendant 12 mois, c'était pareil que si j'allais l'être durant 12 ans. Ce fut au moment d'embarquer dans le train que je devais m'en apercevoir. Si maman, bien qu'elle avait les larmes aux yeux, tentait en vain de simuler un sourire en nous faisant un signe de la main, papa, lui, préférait s'éloigner rapidement pour ne pas laisser paraître sa peine. En repensant à ces moments-là, je suis incité à me poser des questions sur mon état d'esprit. J'ai beaucoup de difficultés à me comprendre personnellement, et plus encore, je suis en colère contre moi-même. Lorsque le 11 septembre de l'an 2001, après les attentats du World Trade Center à New York, j'entendais des enregistrements de personnes qui par téléphone disaient à leurs proches qu'ils les aimaient, cela alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, j'en avais et j'en ai encore les larmes aux yeux. Je ne connais pas ces personnes et encore moins leur famille. Alors, quelqu'un peut-il me dire pourquoi j'ai les larmes aux yeux ? Sensibilité très mal placée, à mon avis. Lorsque les équipes hommes et femmes de hockey sur glace représentant le Canada ont remporté les médailles d'or aux Jeux olympiques de Salt Lake City l'hiver dernier, j'étais une nouvelle fois en larmes. Je me sens stupide et ridicule pour 3 bonnes raisons. La première, c'est un événement heureux et réjouissant. La deuxième, je ne suis pas réellement Canadien. La troisième, je ne connais pas une seule ou un seul de ces joueurs personnellement. Alors, qu'est-ce que les larmes ont à voir là-dedans? Et là où ça devient vraiment stupide et complètement illogique, c'est que lorsque je quitte mes parents et mon pays pour une très longue période, l'émotion est absente. Monsieur n'a même pas les larmes aux yeux. Mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? Réponse: une sensibilité extrême mais très mal placée et complètement absente lorsqu'elle devrait rentrer en jeu. Oh, il est certain que cela n'aurait en rien facilité nos adieux, que j'exprime mes émotions, mais cela aurait au moins prouvé que j'en avais. J'en ai en abondance quand il n'est pas nécessaire d'en avoir, et lorsqu'il serait nécessaire de prouver mes émotions, rien. Je ne me comprends pas moi-même. Dans le milieu de l'après-midi, notre TGV arrivait à Paris, en gare de Lyon. Après avoir gagné en taxi l'hôtel que nous avions préalablement réservé grâce à notre agence de voyage, nous partîmes à pied découvrir le cœur même de Paris. En à peine quelques heures, et cela grâce au métro, nous étions montés sur la Tour Eiffel, avions visité le musée Grévin, le quartier Montmartre et l'église Sacré-Cœur. Comme nous avions en notre possession que peu d'argent français, nous soupâmes dans un petit comptoir flottant sur les bords de la Seine, où l'on servait des hamburgers. Après le coucher du soleil, nous embarquâmes à bord d'un bateau-mouche pour une visite guidée le long de la Seine. Pour résumer cette visite éclair de la ville lumière, je dirais que passer 3 ou 4 jours à Paris doit être passionnant et que l'on ne doit pas s'ennuyer une seconde. Mais pour ceux qui, comme moi, préfèrent le voyage proprement dit, 2 jours entiers dans cette métropole me suffiraient amplement.